Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Les enjeux internationaux. Alors que Netflix annonçait le rachat de Warner Bros. Discovery pour un montant total de 83 milliards de dollars, le dirigeant de Paramount, Skydance, vient de surenchérir en faisant une OPA hostile à 108 milliards de dollars. Plus qu'une bataille économique, c'est également une bataille culturelle entre deux géants du secteur, Netflix et ses 300 millions d'abonnés d'un côté, Paramount et sa proximité avec Donald Trump de l'autre. Bonjour Olivier Alexandre. Bonjour. Vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS. Alors il faut tout d'abord rappeler ce qu'est Warner et Paramount. Warner, c'est un des Big Five aux États-Unis, un des premiers studios, un des plus iconiques d'une certaine façon. Il est né en 1903. Il a connu toutes les batailles, toutes les transformations économiques pour, d'une certaine façon, rentrer dans les imaginaires de tous les petits occidentaux, avec des séries aujourd'hui extrêmement connues comme Le Seigneur des Anneaux, Matrix, ou encore tout l'univers du DC. Et Paramount, ça fait partie aussi des studios historiques. Alors, bon, tous ces studios, ils ont connu tout un tas de renaissances à la faveur des évolutions techniques et industrielles de ces dernières années. Et c'est vrai qu'on a attendu à des phénomènes de conglomérats de plus en plus importants qui laissent un peu dubitatifs les spectateurs, les observateurs. J'entendais un analyste du Wall Street Journal hier qui suit le secteur depuis 20 ans qu'il s'y retrouvait absolument plus. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un tas d'attaques, d'offensives pour essayer de reconstituer et recomposer le modèle avec des acteurs qui appartiennent pas historiquement à l'industrie des médias ou du cinéma, que sont les grandes entreprises technologiques qui arrivent avec beaucoup d'argent et puis un agenda à la fois industriel mais aussi politique parfois. Alors, on va reparler de l'agenda politique, mais vous voulez dire qu'économiquement, ces opérations ne sont pas forcément rentables? Écoutez, là, on est à une offre à 108 milliards. Mhm. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, aux États-Unis et au Canada, le box-office américain, c'était 10 milliards. Donc on est quand même dans un niveau de surenchère économique qui est très important, qui est un pari sur le long terme pour ces industriels-là, mais qui, à court terme, n'a pas vraiment de sens. Et si vous regardez même des très gros deals qui ont eu lieu ces 20 dernières années à Hollywood, quand Disney, par exemple, a racheté Marvel ou a Mhm. racheté Pixar, c'était des deals à moins de 10 milliards. Même chose quand Amazon a racheté MGM, c'est un deal à 8 milliards. Mais oui, parce que je me demandais justement qu'est-ce qui constituait la valeur de ces entreprises de Warner, de Paramount. Donc alors, il y a évidemment un catalogue, il y a un savoir-faire, j'imagine. Il y a peut-être des franchises, donc la possibilité de continuer à faire des Seigneurs des Anneaux à la chaîne, bon, avec probablement un épuisement créatif, Ouais. mais bon, ça c'est encore une autre question. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses, Olivier Alexandre? Non, toutes ces entreprises et tout ce qu'on appelle en anglais des assets se valent pas. MGM, par exemple, qui est aussi une grande marque hollywoodienne, a un catalogue assez vieillissant. C'est pas du tout le cas de Warner Bros, qui est une entreprise qui se porte très bien en fait, économiquement, si on regarde ses fondamentaux. Peut-être même d'une certaine façon mieux que Netflix, mais en tout cas, à Hollywood et plus généralement à Wall Street, on estime que la dynamique et pas du côté de ces industries et de ces industriels du cinéma, elle est du côté de la tech. Et c'est de là d'où viennent Netflix et Paramount Sky, avec notamment la famille Ellison, qui est un proche de Donald Trump. Pourquoi vous doutez de Netflix? Parce que justement, on entendait dire ces derniers mois qu'il y avait de plus en plus de difficultés. Netflix qui produisait à tour de bras a ralenti la cadence. Quel est le problème avec Netflix? Il y a pas de problème, mais ils sont sur une dynamique qui repose en fait sur les abonnés. Ils sont aujourd'hui à 300 millions d'abonnés dans le monde, ce qui est considérable et qui rend jaloux en fait n'importe quel industriel de ce secteur-là, parce que ça représente un tapis en fait, une somme fixe, Eh oui, parce que le propre de garantie. l'abonné, c'est qu'il paye chaque mois. Exactement, ce qui est pas du tout le cas quand on fait du cinéma, quand on fait de l'entertainment, où en fait l'incertitude, c'est une donnée absolument inévitable avec laquelle on doit composer. Et par ailleurs, le secteur du cinéma, alors
il se porte plutôt bien, hein. Et d'ailleurs, on a dit que ça allait menacer le cinéma. Moi, je suis pas complètement persuadé si on regarde les chiffres depuis 20 ans. C'est pas le cinéma qui a été complètement impacté. Par contre, ce qui a impacté le cinéma, c'est le Covid. Il est ressorti très très affaibli de cette phase du Covid. C'est l'industrie qui a été la plus affaiblie, hein, des industries culturelles. Et puis, c'est la grande grève de l'année dernière, 2023. Et on n'avait pas connu de grève de cette importance à Hollywood depuis 1960. Bah, en tout cas, en France actuellement, alors probablement sans lien, mais il y a une baisse de fréquentation dans les salles. Il y a quand même un certain nombre de bonnes raisons d'être inquiet sur l'état du cinéma. Alors, ce qui inquiète le cinéma, les observateurs, les gens qui travaillent là-dedans, en fait, bon, c'est d'une part que le public du cinéma vieillit plus vite que le cinéma lui-même. C'est-à-dire que la moyenne d'âge des gens qui vont au cinéma bah, augmente, s'accélère, et qu'il n'y a pas de renouvellement du public. Ce qui fait que quand on est effectivement un industriel, on se dit où va ce secteur d'une certaine façon. La deuxième chose, c'est que comme il y a de plus en plus de gens avec de plus en plus de moyens qui rentrent dans l'économie, la fenêtre d'exploitation des films, elle se réduit. Et ça, c'est vraiment un enjeu de négociation qui se passe un peu dans tous les pays et qui se passera aussi aux États-Unis. Bon, alors maintenant parlons politique. Olivier Alexandre, vous qui êtes sociologue, donc on l'a dit, Paramount contre-attaque, mais alors pour éviter donc que Netflix ne rachète Warner, Paramount a donc lancé cette OPA. David Ellison, qui est PDG de Paramount, est soutenu par le gendre de Trump, donc ça c'est déjà politique, des fonds du Golfe qui, on imagine, ne viennent pas de nulle part. Le père milliardaire de David Ellison, qui lui est très marqué trumpiste, puisque c'est lui qui est censé pouvoir racheter TikTok. Et de toute façon, Trump a affirmé vouloir peser sur cette bataille. Oui, absolument. Il a dit qu'il suivrait ça de près. Puis on sait que Donald Trump a l'habitude de prendre son téléphone et de rentrer directement dans les dossiers, de s'immiscer. C'est vrai qu'il y a un enjeu politique, alors qui est sûrement à deux niveaux. Il y a l'enjeu le plus évident, qui est que effectivement la droite, l'extrême droite, ont fait de la culture un lieu de bataille Oui, c'est ce qu'on depuis appelle le la début des bataille années 80, culturelle. exactement, absolument, et que le cinéma en fait partie, peut-être même plus que les autres, parce que c'est une forme d'art qui touche la jeunesse. Et tout particulièrement quand on est Netflix, quand on est Warner, quand on vit de franchises, hein. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Warner, c'est une soixantaine de franchises, dont les plus connues au monde. Et ça, la manière de les présenter, c'est une forme de socialiser, de transmettre des valeurs politiquement, et qui représente du coup un vrai agenda et un vrai enjeu, à la fois pour les industriels, mais aussi pour les dirigeants politiques. Et de ce point de vue-là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une très grande polarisation entre, d'un côté, Netflix et Warner. Warner, c'est le studio de cinéma, historiquement, le plus progressiste dans l'histoire d'Hollywood. Dès le début, hein, les 20 premières années de Warner, ils ont eu un procès contre le Ku Klux Klan. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, Warner a décidé de quitter l'Allemagne, de cesser toute activité, était le studio qui s'est retiré le plus longtemps. C'est beaucoup illustré aussi à travers des films progressistes au cours de son histoire. Netflix, si on regarde Netflix, ses dirigeants, ils ont soutenu historiquement, au cours des 20 dernières années, y compris très très récemment, les candidats et les candidates démocrates. Et quand on regarde les votes ou les intentions de donation chez Netflix, on est à entre 90 et 95% pour le camp démocrate. À l'inverse, de l'autre côté, Paramount, avec la famille Ellison, on est à l'autre bout du spectre politique avec des soutiens à Donald Trump. Et puis il y a la question de CNN. Il y a la question de CNN. Alors ça, c'est une question directement politique, parce que dans Warner, il y a CNN. Oui, des chaînes, hein, en fait. Hein. C'est-à-dire que la manière dont les chaînes, les TV networks, ont géré l'information est devenue un enjeu politique en soi aux États-Unis, implicitement, mais ça l'a toujours été, explicitement aussi. On a vu Elon Musk, hein, notamment, beaucoup attaquer cette question-là. Et effectivement, il faut le dire, aujourd'hui, ces studios de cinéma, ce ne sont pas juste des studios de cinéma, c'est un ensemble de conglomérats qui couvrent tout un tas d'activités médiatiques, dont celle des chaînes de télévision, les chaînes du câble aussi, et qui se retrouvent dans des situations, elles, extrêmement difficiles, en fait, parce qu'elles voient leur cœur d'activité ou leur ressource première, qui est la publicité, s'amoindrir année après année. Et elles voient aussi se multiplier les attaques politiques, et ce qui, bien sûr, augmente et acère les ambitions de ces nouveaux industriels. Oui, donc effectivement, il y a plusieurs dimensions politiques que vous venez de résumer, Olivier Alexandre. Est-ce que ça fait complètement quitter le terrain de l'économie? Parce que, bon, on imagine que ces marques, ces franchises, bref, tout ça constitue effectivement des actifs importants et valorisables.
il y a un mouvement de concentration dans le secteur et ce mouvement de concentration, semble-t-il, n'est pas encore achevé. Ah, il est pas achevé, non, on est en pleine bataille, hein, là, actuellement, hein, ce qui explique aussi la surenchère, des chiffres. Des surenchères que les actionnaires aiment pas trop parce qu'ils ont souvent une mémoire, assez, traumatique de ce type de deal, hein. Notamment, à Wall Street, on se souvient très, très bien du deal, AOL Time Warner, qui est considéré comme la pire fusion de l'histoire, La tout court. pire. La pire et qui s'était close à autour de 85 milliards, hein, déjà. Donc là, on est à peu près dans les C'est-à-dire qu'en mêmes fait, l'idée, c'était de faire reposer ces deals sur des synergies qui n'ont jamais existé et qui, et qui n'ont jamais fonctionné et qui ont coûté beaucoup trop cher, en fait. Et ça, les actionnaires n'aiment pas parce que ça les impacte directement. Hem, Après, là, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est vraiment dans un moment de recomposition très fort. Politique, c'est évident, mais aussi, industriel, et notamment à travers la question de l'intelligence artificielle, puisque là, il ne vous a pas échappé que ce soit Netflix ou Paramount, Sky, ce sont des gens qui viennent de la tech, qui ont un agenda, tech, et en l'occurrence, leur, objectif, c'est aussi de gagner en productivité, d'augmenter en productivité, en utilisant à plein les outils d'intelligence artificielle, ce qui pose bien évidemment, des questions pour, les travailleurs et les travailleuses d'Hollywood, y compris les plus grands, acteurs et actrices. bon, alors ce sont eux qui sont vent debout contre cette fusion. Alors ils sont vent debout, mais ils sortent en fait de 2-3 ans, où ils ont été, vent debout. Ils sont épuisés pour certains. Le principal syndicat qui a fédéré, les oppositions en 2023, rassemble 160 000 personnes. Donc c'est pas petit, hein, comme industrie. Et leur revendication était double. C'était, d'avoir, des royalties d'une certaine façon avec des passages Mmh. en streaming. Parce qu'ils ont acquis au cours de l'histoire des royalties quand il y a des rediffusions à la télévision, et ils voulaient la même chose en streaming. Et puis l'autre question, c'est le développement de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Olivier Alexandre. Je rappelle que vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS. Dans quelques instants, on va évoquer la loi de 1905 sur la laïcité. Et qu'est-ce qu'il reste de cette loi? Comment a-t-elle modifié la France? Nous serons en compagnie de l'historien Patrick Veil, chercheur émérite au CNRS et professeur à l'Université de Chicago. 7h30 sur France Culture.